comment se fait-il qu'un juge d'application des peines puisse décider qu'un meurtrier ou qu'un violeur puisse être libre et dire oui, c'est bon, vous inquiétez pas, il ne représente plus aucun danger, sans s'engager personnellement. Alors, s'ils veulent garder leur anonymat, qu'ils le gardent, mais moi je pense que les juges d'application des peines et les magistrats de manière générale doivent être caution personnelle. Qu'ils soient caution personnelle et qu'ils nous disent il peut sortir, il n'est pas dangereux, je me porte garant, et s'il récidive, alors le juge est condamné également. Bonjour Baptiste, merci d'être avec nous. Alors c'est le matin pour nous, c'est le soir, enfin c'est la nuit pour toi, comment vas-tu ? C'est la nuit. Ça va très bien. Je voulais déjà vous remercier Frontières et vous remercier Louise de m'inviter pour la matinale. Vous êtes les premiers à m'inviter depuis que tout ça est sorti. Ça fait un foin pas possible dans tous les médias mainstream, on va dire, et on entend énormément de choses. Vous m'avez présenté comme un youtubeur, podcasteur, voilà, c'est le cas, hein, mais j'ai été présenté sur BFM TV comme un ancien skinhead, donc oui. C'est faux, hein, c'est de la pure diffamation, hein, c'est un mensonge qui a été inventé par un journaliste de Street Press qui s'appelle Pierre Plotu, qui avait également inventé un autre mensonge où il disait que Baptiste Marchais n'était pas mon vrai nom et qui a toujours refusé de corriger, même quand je lui ai envoyé mon passeport, j'ai prouvé nombreuses fois que voilà, qu'il diffamait, qu'il racontait des mensonges. Mais là, bizarrement, là, les juges de ce côté-là, ils sont pas vraiment présents sur ces affaires. Il y a pas moyen de faire condamner les gens. Bon, c'est pas trop. Tout ça pour dire que je suis très content que vous m'invitiez, que je puisse m'exprimer et donner un petit contrepoids, on va dire, à tout ce qui a été dit. D'ailleurs, en fait, c'est vrai que j'ai omis de dire, vous êtes les seuls à m'avoir invité. C'est pas tout à fait vrai, parce que j'ai aussi été invité par France Télévisions pour complément d'enquête que j'ai gentiment décliné, parce qu'ils ont fait un complément d'enquête sur moi il y a 3-4 mois où ils m'ont aussi diffamé, ils m'ont fait passer pour un abruti avec des fausses citations, etc. Donc voilà. J'ai préféré venir sur Frontières. L'avenir me dira si j'ai eu raison, je pense. Bon, en tout cas, c'est un plaisir. On va se tutoyer, Baptiste, parce que quand même, on se connaît un peu, on va pas faire semblant. C'est un plaisir de te recevoir évidemment avec nous, même si c'est des circonstances qui sont un petit peu désagréables, parce que diffamation, parce que mensonge. Moi, j'aimerais avoir le vrai du faux. Déjà, nos auditeurs viennent d'écouter cet extrait pour lequel tu pourrais être poursuivi, parce qu'on ne sait pas encore ce qui va en être. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour ces propos-là. Est-ce que déjà, tu peux remettre un peu dans le contexte quelle était l'origine de ce podcast, qu'est-ce que Radio Dixie aussi, avec le Guise, que vous animez tous les deux, et quelle est votre ligne pour comprendre un petit peu sur quoi on part ? Tout à fait, parce que c'est vrai qu'il y a un petit affolement médiatique, et puis il y a eu aussi un tweet du porte-parole du ministère de la Justice. Donc attention, c'est pareil, le mec est porte-parole du ministère de la Justice, donc j'imagine que il doit être extrêmement compétent. Donc Radio Dixie, qu'est-ce que c'est ? Radio Dixie, c'est le podcast que j'anime effectivement avec le Guise, qui est un autre podcasteur, que nous animons depuis l'étranger, puisque je vis moi-même aux États-Unis et que lui vit entre le Paraguay et la Colombie, dans lequel nous développons une ligne éditoriale qui est, on va dire, libérale, libertarienne, donc une droite conservatrice, libérale, très libérale économiquement, et dans lequel on fait des revues d'actualité, on invite des auteurs, etc. Il se trouve que très souvent, en traitant l'actualité médiatique française, c'est pas toi que je vais l'apprendre, Louise, on tombe très souvent sur des assassinats, des viols, enfin toutes sortes d'exactions, et très souvent, on va le redire, ce sont des multirécidivistes où on apprend qu'après seulement quelques années de prison, ces gens sont libérés, des meurtriers, des violeurs, des kidnappeurs, des tortionnaires qui sont libérés après quelques années de prison. Quand ils étaient en prison d'ailleurs, on entend souvent, parce que moi j'ai parlé récemment du cas d'Adrien Pérez, on entend qu'ils ont fait des sorties, alors au planétarium là récemment, il y en a même un qui s'est évadé, mais des sorties, qui vont en vacances, à la piscine, au ski ou faire du poney, et puis ils sortent au bout de quelques années. Et ce que j'ai dit dans notre podcast, c'est que ce que je ne comprends pas, c'est qu'il y ait des juges, il y ait des magistrats qui puissent prendre des décisions où, excusez-moi du peu, ils jouent avec la vie des Français. Ils prennent des décisions de vie ou de mort. Pas de vie ou de mort sur les criminels,
mais de vie ou de mort, sur les potentielles futures victimes. Et que quand manifestement ces magistrats ont eu tort, puisqu'ils ont eu tort, puisqu'on voit le niveau de récidive de ces gens, on voit les faits atroces qu'ils commettent après avoir été libérés, après avoir été en face de ces magistrats, qui nous ont expliqué, qui nous ont juré que ces gens-là étaient aptes à être libérés. Après ça, on voit des récidives, donc qui coûtent la vie de certaines personnes. Quelles sont les sanctions pour ces magistrats, je vous le demande? Aucune. Aucune. Mais quand on parle de sanctions, parce que c'est là où ils ont essayé de déformer les propos, je dis qu'ils ne font face à aucune conséquence. Je dis qu'ils ne font face à aucune sanction. Mais quand on parle de sanctions, on ne parle pas de sanctions violentes. J'ai jamais parlé de ça. D'ailleurs, j'ai bien précisé dans mon podcast qu'on ne faisait pas de menaces et qu'on ne parlait pas de ça. Mais ne serait-ce que des sanctions professionnelles. Enfin, Louise, c'est quand même évident que quand vous vous trompez et que ça coûte la vie d'une personne, vous devriez perdre votre poste. C'est le minimum. Pour moi, vous devriez avoir des sanctions juridiques, carrément. Mais ne serait-ce que perdre son poste. Eh bien non. Ces gens-là peuvent continuer d'exercer et de continuer de libérer 5 fois, 10 fois, 15 fois, 20 fois. Combien? Et c'est impossible d'ailleurs de quantifier le sang qu'ils ont sur les mains. Pourquoi? À cause précisément de l'anonymat de ces magistrats. Nous ne savons jamais qui prend les décisions. Nous devons subir. Alors on nous apprend, on voit dans les médias, bah voilà, c'est un récidiviste. J'ai parlé de 2 cas spécifiques dans mon podcast. J'ai parlé du meurtrier d'Adrien Pérez. On a vu sa mère récemment en larmes dans les médias. Je veux dire, il tue à coups de machette. Il a je ne sais combien de sorties. Il va en vacances pendant que la mère de la personne qui l'a tué doit aller au travail tous les matins et paye pour ses sorties. Et puis au bout de 7 ans, un magistrat décide non, c'est bon, il peut sortir. Mais qui est ce magistrat? On peut lui parler, on peut lui donner notre avis, ou ce sont des sortes de prêtres mages de la République, des saints oracles, et on doit juste se taire parce je sais pas, ça vient d'où? Ça vient de Dieu directement les décisions de justice? Ou est-ce qu'on peut contester? Est-ce qu'on peut au moins poser des questions dans ce pays? C'est quand même incroyable. Et alors moi j'ai dit qu'on devrait poser des questions. J'ai dit qu'on devrait avoir les identités de ces personnes, et donc dans mon podcast j'ai dit, si vous avez les identités de ces magistrats, donnez-les nous, et nous on les rendra publics pour que les gens, et je l'ai bien précisé, les gens peuvent aller voir l'épisode, hein, il est en ligne, il suffira de taper Radio Dixie sur YouTube, pour que les gens puissent au moins leur faire part de leur mécontentement. Et ben vous voyez, simplement dire ça, ça vaut cet affolement. Et ils vont détourner mon propos en faisant croire que je suis un skinhead ou je ne sais quelle horreur, que je veux tuer des juges. C'est parce que c'est plus facile de faire ça que de faire face à leurs responsabilités. Ils sont prêts à tout pour ne pas faire face à leurs responsabilités. Et il y en a marre. Baptiste, de toute manière, je suis absolument pas surprise par ce qui est en train de se passer, puisqu'on a vécu la même chose. On en discutait récemment. Un magazine qui est sorti il y a quelques mois, Invasion migratoire, qui sont les coupables. À l'intérieur, on voit une liste de juges, de magistrats, et effectivement, on revient sur des cas concrets de viols, d'agressions, de choses qui se passent en fait tous les jours en France, si ce n'est pas toutes les secondes. Maintenant, ça va commencer à bien faire, et pourtant, on n'a rien le droit de dire. Et je trouve que c'est intéressant, une fois de plus, la manière dont c'est déformé dans ton cas, un peu comme dans le nôtre, parce que quand le magazine est sorti, on a dit qu'on mettait une cible dans le dos des juges. Il y a le syndicat de la magistrature qui s'est soulevé, des plaintes sont tombées, donc forcément, sachez, chers auditeurs, que ça coûte énormément d'argent de se défendre dans le monde de Macron. Quand on voit la déformation des propos, dans ton cas, c'est la même chose. Sanction. En définition, si t'es un homme, que t'es blanc, que tu fais de la chasse, ça veut dire que sanctionner, ça veut dire tuer. C'est ça aussi la réalité, Baptiste. Oui, parce que je rappelle que en fait mon premier métier, en plus d'être podcasteur, je suis guide de chasse au Texas pour les Français. Donc je reçois des Français ici qui viennent chasser ou pêcher au Texas. Et donc effectivement, ça a été très raccourci par il se met en scène en tuant des animaux. Ouais, c'est ça. C'est pas exactement ça, mais voilà. Et attention, il ne chasse pas des juges. Rassurez-vous, Baptiste ne chasse aucun juge ni magistrat. En plus, il est au Texas, donc ça lui permet de protéger nos Français. Non, mais c'est absolument dingue. Mais d'ailleurs, quand le tweet du porte-parole du ministère de la Justice dit on va mettre des magistrats sous protection policière, bien sûr, parce que moi qui suis à 8000 km, c'est moi qui vais aller attaquer des juges, c'est bien connu. Mais enfin, c'est ridicule. Et puis attention, parce que
Tu as parlé du syndicat de la magistrature, mais bien sûr qu'ils sont vent debout, parce que tu sais, quand il y a eu déjà l'opération, un petit peu le projet Open Data, porté par Emmanuel Macron, etc., de mettre les décisions de justice en ligne, etc., ils étaient déjà contre. Alors eux, ils veulent absolument garder l'anonymat des magistrats, parce qu'ils veulent pas qu'on puisse faire pression sur eux, etc., mais ils étaient même contre qu'on puisse voir les décisions de justice en ligne, parce qu'ils disent, et là je les cite, qu'on pourrait commencer à regrouper les décisions et donc à commencer à porter un jugement sur l'efficacité de certains magistrats. Mais encore heureux, on aimerait bien, effectivement. Comment se fait-il qu'on ne peut pas ? Mais c'est incroyable, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de juger de leur travail, on n'a pas le droit de juger de la qualité de leur travail. Donc c'est ce que je dis, en fait, ce sont des oracles, ce ne sont pas des juges. C'est ça. Si on ne peut pas contester, si leur jugement est divin et au-dessus de tout soupçon, au-dessus de toute critique, donc on leur voue un culte, c'est une secte, c'est plus un ministère de la justice. Et puis attention, il y a des solutions alternatives et je pense que c'est important justement que ça vienne sur le débat. Et si je ne l'ai pas laissé couler toutes ces accusations, j'aurais pu m'en fiche et continuer à vivre ma vie dans mon Texas. Si j'en parle, c'est parce que j'ai envie que par ce buzz qu'ils ont créé eux-mêmes, on en vienne à parler de ça sur les débats publics, sur les autres chaînes, partout. Il faut qu'on parle de ça. Moi je vais vous citer un exemple. Quand vous travaillez dans les métiers du bâtiment, notamment de la métallurgie, vous avez certains soudeurs qui font ce qu'on appelle des soudures, on va dire, signées, des soudures assurées. C'est-à-dire que quand vous soudez des choses qui sont à risque, ou par exemple, vous savez, il y a des gens qui travaillent dans le nucléaire, il y a des gens qui vont travailler sur des structures où il va y avoir du public, etc. Eh bien, le soudeur, sa soudure, elle est signée, ça veut dire qu'elle porte son nom, et il s'assure, il met sa personne en gage que la soudure va tenir. Et s'il y a un problème, il sera responsable. Vous voyez, ça, c'est dans les métiers du bâtiment, hein. D'accord ? Comment se fait-il qu'un juge d'application des peines puisse décider qu'un meurtrier ou qu'un violeur puisse être libre et dire oui, c'est bon, vous inquiétez pas, il ne représente plus aucun danger, sans s'engager personnellement. Alors, s'ils veulent garder leur anonymat, qu'ils le gardent, mais moi je pense que les juges d'application des peines et les magistrats de manière générale doivent être caution personnelle. Qu'ils soient caution personnelle et qu'ils nous disent il peut sortir, il n'est pas dangereux, je me porte garant. Et s'il récidive, alors le juge est condamné également. Et là, il y a deux solutions quand vous allez leur proposer ça. Soit ils vous disent, soit ils sont sûrs que les gens qu'ils libèrent sont sans danger. Et dans ce cas, aucun problème. Soit ils ont un doute, et c'est abject. Parce que s'ils ont un doute, mais qui le risque ce doute ? Mais c'est nous. Enfin, maintenant, c'est vous. Ce sont les Français qui risquent ce doute. S'ils sont pas prêts à se mettre en gage, c'est bien qu'ils ne sont pas sûrs. Comment se fait-il que ces gens osent libérer des potentiels meurtriers sans être sûrs qu'ils ne vont pas récidiver ? Mais c'est scandaleux. Ces gens-là, je le redis, sont des assassins. Ils portent le sang des victimes autant que les tueurs. Ce sont des complices, c'est de la complicité. Vous aidez, si toi et moi, Louise, on va dans une prison et qu'on aide un meurtrier à s'évader et qui tue quelqu'un dehors, on est complice de ce meurtre, on est d'accord ? Eh ben ces gens-là, c'est de l'évasion, je suis désolé. Ils les mettent dehors, ces gens tuent, ces gens violent. On parle du chauffard, j'ai parlé du chauffard qui apparemment, selon ce que les médias nous ont rapporté, avait été condamné pour des actes de torture, qui a un casier judiciaire long comme la Bible, et qui sort et qui tue ce pauvre Matisse qui traverse la route parce qu'il fuit un contrôle de police. Mais le magistrat qui l'a mis dehors, mais c'est lui qui a écrasé Matisse. Il est autant responsable. Cette personne est autant responsable. C'est un assassin. Et je suis désolé, je ne retirerai pas mes mots. Ces gens sont des assassins. Ces gens sont des violeurs. Donc maintenant, il faut qu'ils rendent des comptes. Et c'est pas la peine d'essayer de se cacher sous « oh, mais ils menacent », etc. On parle de rendre des comptes au sein de la République française, au sein de la démocratie, rendre des comptes au peuple. D'accord ? Je veux dire, c'est le b.a.-ba. Et je pense d'ailleurs que ils essayent d'éviter le débat parce qu'ils savent que peu importe le bord politique, il y a une majorité des Français qui seraient d'accord. Parce que les Français, qu'ils soient de gauche, de droite, ce que vous voulez, c'est eux qui traversent la rue, devant les chauffards, devant les mecs qui font des refus d'obtempérer. C'est eux qui se baladent dans les rues, c'est leurs filles qui sont dans les transports en commun qui se font violer. Peu importe leur bord politique. Et ça, ils le savent.
Et j'aimerais revenir sur deux choses, Baptiste. De un, en fait, la comparaison que tu as fait avec la soudure, qui effectivement doit être assurée par sécurité. Je pense aussi aux erreurs médicales. Le nombre d'erreurs médicales aujourd'hui, en fait, les médecins, les chirurgiens doivent répondre derrière de leurs actes si il y a une erreur médicale. Il y a des enquêtes qui sont faites. Ils passent devant le Conseil de l'ordre. Ils passent devant le Conseil de l'ordre. Ça paraît absolument alors que ces juges normal. passent devant un conseil. Tout à fait. Bien sûr. Tout à fait. Et moi, quand je parle, quand je trouve qu'il y a quelque chose qui est intéressant aussi, et que ce soit bien clair pour les personnes qui vont écouter cette interview, parce que je sais que ça pourrait une fois de plus être tronqué et déformé. Quand une fois de plus on parle de sanctions, ces sanctions-là, c'est aussi de manière, quand on y pense. Si on veut aller un peu dans le sens des magistrats, c'est aussi une manière à les protéger. Parce que, mine de rien, c'est psychologiquement, c'est au niveau de leur vie, ça engage des choses. Parce que parfois, il peut y avoir des vengeances. Il peut y avoir le fait d'avoir envie de faire justice soi-même. Quand un juge a fait que, par exemple, demain, j'ai mon frère qui se fait tuer sur la route parce qu'il se fait percuter par un mec qui a été libéré. Moi, j'ai envie d'aller voir le juge. Oui, honnêtement, j'ai envie d'aller voir le juge, le magistrat. Ça me paraît assez logique. Non pas de lui faire du mal, et on n'appelle absolument pas à ça, mais de rendre des comptes. Donc c'est aussi une manière de les protéger quand on y pense, Baptiste. Mais tout à fait, mais d'ailleurs on n'a jamais appelé, et vous pouvez regarder l'extrait dans tous les sens que vous voulez, on n'a jamais appelé à leur faire de mal, et ils le savent très bien, mais comme je vous le dis, je pense je pense qu'ils ont peur qu'on amène ce débat sur la table, parce que ils savent qu'ils n'ont pas le peuple de leur côté. Comment justifier ça ? C'est injustifiable. Ils vont nous expliquer qu'ils ont fait des études de droit, qu'ils nous sont éminemment supérieurs. C'est injustifiable. Personne ne comprend ces décisions. Personne ne comprend que quelqu'un qui ait tué un jeune homme à coups de machette soit libéré 7 ans plus tard, ou ait le droit d'aller en vacances pendant qu'il est en prison. Personne. Et c'est incroyable qu'on le vit en ce moment même. Regardez, entre hier et aujourd'hui. Hier, on en a un qui part au planétarium pendant qu'il est en prison. Mais au planétarium, mais on vit dans un épisode de cartoon. Oui. Ils vont à la fête foraine, au planétarium, à la piscine, ils vont faire du poney. Mais c'est incroyable, mais de quoi on parle ? Et il s'échappe. Oh mince, ça n'a pas de chance. Oh là là, puis ils comprennent pas comment ça s'est arrivé, dis donc. Mais donc, ça arrive, ça. Et le lendemain, quand on dit, peut-être qu'il faudrait questionner l'administration pénitentiaire et la façon dont on rend la justice en France, tweet du ministère de la Justice, on m'insulte dans tous les médias, etc. Enfin, j'ai plutôt l'impression que le réel me donne raison. Aujourd'hui, j'entends dans votre flash qu'il y a encore un jeune homme qui se fait tuer à Marseille par des narcotrafiquants. Il y en a combien là dans l'eau qui ont déjà été arrêtés ? Alors là, on fait un pari. Comment ça se passe ? Qui prend les paris ? Je parie ce que vous voulez. Ce que vous voulez. Vraiment, que Dieu me foudroie s'il n'y en a pas un de ceux-là qui n'a pas déjà été arrêté par la police. Nous le savons, tout le monde le sait. C'est d'une évidence, c'est limpide. Et pas plus loin que ça, hein, Baptiste, tout à l'heure on va avoir Amaury Bucco et on va parler du 2 novembre, puisqu'une adolescente de 17 ans a été agressée sexuellement dans le secteur de la gare de Maule, donc c'est dans les Yvelines. Qui est-ce qui imagine que dans les Yvelines ça puisse arriver ? Et donc c'est à Valeurs Actuelles qui a appris ça de sources policières, et d'après le signalement transmis aux enquêteurs, la jeune fille a été abordée par un homme qui lui demande de l'aide pour acheter un titre de transport à la borne automatique. Il s'avère sans surprise que ce profil était déjà connu. Donc voilà, en fait c'est toujours le même profil. Quelle surprise ! Non, et quelle surprise, comme tu dis, et ça c'est vraiment épuisant. Il y a deux questions, il y en a plusieurs qui se posent autour de tout ça. C'est comment se fait-il qu'aujourd'hui ces personnes ne dorment pas en prison, ne soient pas arrêtées, tout comme pour le cas des OQTF. Comment ça se fait que la loi Marlex ne soit pas passée ? Comment ça se fait que les OQTF soient en France, en fait, tout simplement ? Comment ça se fait que ce soit une invitation et pas simplement va-t'en et ne reviens plus jamais ? Mais à côté de ça, il y a les places des prisons, il y a la chaîne de la justice qui est complètement brisée, parce que quelque part, ce qui leur fait mal, je pense, dans tes mots, Baptiste, c'est que tu soulèves quelque chose qui dérange. C'est le fait qu'aujourd'hui, la justice faillit à tout point de vue, et eux-mêmes le savent, puisqu'ils n'arrivent même plus à accélérer dans les jugements. Là, ça fait 2 ans qu'on a Thomas qui a été tué. Thomas, on n'a toujours pas le coupable. Alors, on a un présumé grâce à des écoutes téléphoniques, on a des reconstitutions numériques qui coûtent 200... Grâce à des écoutes téléphoniques en prison.
Oui. Donc déjà, c'est-à-dire Oui. qu'on n'en est même plus à confisquer les téléphones. Maintenant, on se dit, bon, bah, puisqu'ils ont des téléphones, Oui. autant en profiter pour faire des écoutes. Exactement. On en est à ce niveau-là de justice. Hein. Exactement. Mais Baptiste, moi la question que j'ai envie de te poser, parce que maintenant tu ne vis plus en France, tu observes tout ça, est-ce qu'il y a selon toi aussi on va dire des systèmes de justice qui sont à calquer, ou du moins dont on devrait s'inspirer? Parce qu'on voit qu'on n'a pas de place de prison, on voit que la justice faillit. Qu'est-ce qu'on devrait faire selon toi? Quelles sont les pistes pour toi qu'on devrait explorer? Moi, j'ai toujours du mal à comparer avec d'autres pays, etc., parce qu'on peut toujours trouver des facteurs qui divergent. On peut toujours dire que le cadre est différent, etc. C'est vrai que moi, je vis au Texas, donc c'est un État qui est éminemment plus strict au niveau des peines. Hein. Bon, c'est un État qui a la peine de mort, donc déjà ça c'est débattable. Hein. Je pense, moi personnellement, je suis pour. C'est d'ailleurs l'État qui condamne le plus à la peine de mort aux États-Unis, environ 10 à 15 personnes par an. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est de regarder les peines moyennes. Vous savez, la peine moyenne pour un viol au Texas, la peine moyenne, hein, d'accord, c'est 22 ans de prison. En France, c'est 4. Il y a pas un petit souci, parce que là, c'est un viol, hein, qu'il soit commis aux États-Unis, en Arménie, au Soudan ou en France. On a à peu près une définition légale qui est à peu près la même. Bah, bizarrement, si vous demandez, je pense à n'importe quel occidental à peu près droit dans ses bottes, je pense qu'il va vous dire que 22 ans, c'est un petit peu plus proportionné par rapport à la faute. Donc oui, il y a toujours, en fait, j'ai envie de dire, il faut revenir un petit peu en arrière. En France, on a eu un système judiciaire qui a marché, on a eu des peines normales. On n'a pas toujours connu la justice badinter. Hein. Oui. Donc c'est la badinterisation de la justice depuis des années et des années. Par exemple, tiens, c'est pour parler de quelque chose dont on pourrait s'inspirer. Vous savez, ici, les juges sont élus. Et ça, moi, je trouve ça très bien. Les juges sont élus. Le peuple décide. Les locaux décident de la justice qu'ils va avoir. Si vous voulez des juges laxistes, vous aurez des juges laxistes. Si vous voulez des juges sévères, vous aurez des juges sévères. Donc chacun goûte à sa propre justice. C'est très intéressant. Et ça, c'est intéressant. Vous savez pourquoi? Et c'est intéressant parce que les juges, pour se faire réélire, sur quoi ils se font réélire? Sur leurs résultats. Ouais. Une campagne, il faut regarder une campagne d'élection des juges, c'est très intéressant. J'ai fait diminuer la criminalité de tant, j'ai incarcéré tant de personnes, j'ai réussi à... Parce qu'il n'y a pas que ça, il y a aussi il parle de réinsertion, mais la réinsertion, ça rentre en jeu. J'ai réussi à réinsérer tant de personnes dans la vie civile et ils n'ont pas récidivé. Ce serait intéressant de voir. Donc vous voyez, on les juge sur leur performance. Et ça, je pense qu'on peut s'en inspirer. Seulement, sûrement pas juger... Attendez, en France... Dans la République socialiste de France, d'Emmanuel Macron, juger un travailleur public, parce que là, c'est même pas qu'un juge, hein, sur ses performances, oulala, ben là, ça y est, c'est déjà du fascisme, là. Ouais. C'est déjà du fascisme. Hein. Si vous avez déjà tendance à dire que l'employé communal, il met un peu trop de temps à faire votre demande de passeport, vous êtes déjà proche du fascisme. Alors, remettre en question les grands oracles, prêtres, juges de la République, bah, sûrement pas. Mais vous voyez, on peut s'en inspirer. C'est intéressant, ce genre de choses. C'est intéressant. Plutôt que d'avoir des juges désignés par qui? Par l'État, parce que les juges, on va pas se mentir, pour pouvoir être juge, il faut faire une formation, il faut suivre un cursus établi par l'État. Donc ce sont des profils qui, au final, sont choisis par l'État. Donc plutôt qu'on nous désigne des juges et puis on doit faire avec, mais qu'on les élise et qu'on regarde un petit peu leur performance. Comme ça, au bout de quelques années, quand ils sont peu performants, quand ils se sont trompés, bon bah vous avez réussi, vous avez libéré en tant que juge d'application des peines, vous avez libéré 5 personnes, les 5 ont récidivé, ça dégage, terminé. Impossibilité d'exercer un métier dans la fonction de la justice. Allez, au revoir. On a trouvé un vrai travail, c'est parti. Moi, ça me va, moi. Ouais, je connaissais pas, tu vois, ce système-là et je le trouve très intéressant. Baptiste, je trouve qu'il y a quelque chose sur lequel il faut appuyer aussi, c'est que t'es français, mais effectivement, tu vis à l'étranger. Donc là, en fait, les médias mainstream et les médias d'extrême gauche sont en train de t'attaquer sur des propos, mais parce que t'as une vision, on va dire, plus globale, tu vois les choses de l'extérieur. En fait, il y a plein de médias et de personnalités de droite qui sont conservatrices et qui sont à l'étranger, qui critiquent la France et ça ne choque jamais parce qu'ils vont pas être poursuivis. Là, ce qui dérange,
dérange, c'est que t'es français et que du coup, il y a beaucoup de personnes qui vont t'écouter et qui vont se dire « Ah, mais c'est vrai qu'on n'y avait pas pensé. Ah, c'est vrai qu'on va peut-être voir les choses différemment. » C'est ça qui dérange en réalité. Moi, je pensais aussi de ce que tu disais là par rapport à ces juges qui sont élus. On peut voir aussi le cas concret avec Nayib Bukele. Nayib Bukele, ce qui est en train de se passer, c'est très intéressant parce que on peut critiquer effectivement certaines politiques. Moi, je m'y connais pas suffisamment sur son programme, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a des résultats en termes de la baisse de la criminalité. Bukele, tout le monde se met d'accord pour le réélire. De fait. Encore une fois, on le juge sur quoi ? Sur ses performances. Sur les résultats. Tout simplement. Et sur ses résultats. Mais c'est un système qu'on a complètement oublié en France. C'est le principe. Vous savez, il y a un marxisme mental en France et un socialisme tel que les résultats, ça n'existe plus. On dirait que c'est secondaire. Vous voyez, ce qui compte, vous savez, c'est un peu comme dans l'art. Vous savez, dans l'art moderne, c'est pas que ce soit beau ou esthétique, etc. C'est la démarche qui compte. Mais là, c'est un peu pareil. Non, mais c'est ça. Je suis désolé. Vous pouvez demander d'ailleurs à des gens, même des gens qui défendent l'art moderne. Ils vous diront c'est la démarche qui compte, etc. Moi, j'ai fait option art donc au lycée. Ça me donne quelques petites bases. Et bien, c'est la même chose. Vous voyez. Donc bon, alors la démarche, c'est comme j'ai dit, l'idéologie Badinter, les prisons, ça ne marche pas, ça sert à rien, blablabla. Il faut libérer, il faut réinsérer, etc. Par contre, les résultats, on oublie. Est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas ? Non, mais on s'en fiche de ça. Ne cherchez pas à savoir si ça marche ou pas. Il faut faire comme ça. Il faut faire parce confiance. Que c'est comme ça, parce que voilà, faites-nous, voilà, exactement. Faites-nous confiance. Nous, on sait. Non. On aimerait avoir des résultats. On veut voir. Ça marche pas. Visiblement, ça ne marche pas. Donc, on veut autre chose. Et on veut que les gens qui se trompent fassent face à des sanctions comme dans n'importe quel domaine privé. Je veux dire, encore une fois, vous travaillez dans n'importe quel secteur privé, vous faites une faute, mais même pas une qui coûte la vie de personne, mais vous faites une faute grave, vous faites face à des sanctions. Mais c'est le b.a.-ba. C'est le b.a.-ba. Alors maintenant, vous faites une faute qui carrément coûte la vie ou l'intégrité d'une personne. Bon, enfin, évidemment que vous faites face à des sanctions, mais sévères. Évidemment, vous construisez un pont, il s'effondre avec des gens dessus, vous continuez pas votre vie, vous continuez pas à faire des ponts comme ça, il y en a un sur deux qui s'effondre, c'est pas grave. Mais c'est scandaleux. C'est scandaleux. Ce sont les mêmes juges, d'ailleurs, qui vont condamner ces gens avec beaucoup de sévérité, là, bizarrement, parce qu'ils n'ont pas respecté telle réglementation écrite par tel, je sais pas quel, administrateur. Bon, alors là, par contre, il va y avoir de la sévérité. Mais pour eux, non, le résultat, regardez pas trop, c'est pas si important. C'est terrible, vraiment. Il y a un cynisme, qui est horrible, vraiment. Complètement. Merci Baptiste. Il est 8h30. J'aimerais que les gens sortent de ce live en retenant une seule chose, c'est que évidemment tu n'appelais pas des sanctions physiques, de vie, de menaces de mort, que ce soit bien clair. Mais surtout, ça pose un débat, ça soulève des questions qui sont cruciales et que beaucoup de Français se posent. Et c'est pour ça que je pense que ton discours dérange Baptiste. En tout cas, j'invite nos auditeurs à découvrir Radio Dixie et à les regarder entièrement et pas tronquer, parce que évidemment, c'est trop facile de tronquer et de couper les passages. Le service public a tendance à se régaler sur ce point-là, mais n'hésitez pas à regarder les choses en long, en large et à soutenir les bonnes personnes et surtout à vous poser vous-même les bonnes questions, à vous remettre en question sur vos positions, parce que si ça dérange, si le discours de Baptiste dérange aujourd'hui, c'est parce que il est français, il parle à des Français et alors là, ça pose question. Merci Baptiste d'avoir été avec nous Merci ce matin. Infiniment pour l'invitation. Merci, bon courage dans vos propres combats. Et puis, Louise, moi j'ai envie de dire, on se retrouve en prison et puis on ira au planétarium ensemble, voilà, au moins ce sera sympa. Trop hâte. Merci beaucoup Baptiste, j'espère qu'on fera du karting aussi. On va passer à une petite publicité et juste après il y aura un flash de Lohan pour rappeler les actualités et nous aurons le plaisir d'accueillir Jérôme Buisson, député RN de l'Ain, pour revenir sur les menaces et sur les intimidations que nous recevons depuis plusieurs jours suite à une campagne de harcèlement lancée par les Sleeping Giants sur les réseaux sociaux. À tout de suite. Chers amis, je suis très heureux de vous annoncer la sortie de notre nouveau magazine Antifa, la nouvelle menace terroriste, avec leur leader Raphaël Arnaud en couverture. Ce magazine, le premier numéro de notre nouvelle formule hors série enquête, paraîtra en kiosque le 4 décembre et est d'ores et déjà disponible en vente en ligne ou sur abonnement sur notre site internet www.frontiermedia.fr. Cette nouvelle formule couronne le succès pour Frontières de 2 ans d'enquête à travers des magazines qui rencontrent un public toujours plus nombreux.
Face au danger de l'extrême gauche et à la démultiplication de ces mouvances ultra-violentes et ultra-radicales, parfois islamistes et antisémites, nous avons décidé de renforcer nos enquêtes au long cours, spécialement à l'approche des élections municipales et présidentielles. Nous avons donc décidé de lancer cette formule hors-série enquête qui retracera 3 fois par an une mouvance ou une personnalité de l'extrême gauche avec des dossiers complets et des révélations exclusives. Nous avons choisi logiquement de débuter par les Antifa, cette nouvelle menace terroriste déjà interdite dans différents pays comme les États-Unis suite à l'assassinat de Charlie Kirk, en enquêtant spécialement sur Raphaël Arnaud, avec de nouvelles révélations à son sujet. Dans ce magazine, vous retrouverez toutes les condamnations des militants revendiqués Antifa, leurs groupuscules, leurs méthodes, mais également une enquête sur le mouvement Révolution Permanente d'Anas Kazib, bien plus radical encore que la France Insoumise. Pour découvrir ce magazine, il faut en priorité vous abonner à notre nouvelle formule hors-série enquête. Si vous êtes déjà abonné à notre formule magazine, vous avez le droit à une promotion reçue par mail pour acquérir cette nouvelle offre qui vous fera passer de 4 magazines par an à 7 magazines par an. Cette enquête incarne le souhait de Frontières, aller vers toujours plus d'enquêtes et d'investigations grâce à une équipe dédiée qui se renforce de jour en jour aux côtés de notre rédacteur en chef Jules Laurent et de Lauriane Bernard. Je vous donne donc rendez-vous dès maintenant sur www.frontiermedia.fr pour vous abonner ou commander ce nouveau hors-série enquête et je vous dis au 4 décembre dans tous les kiosques de France.